Coucou William! Coucou Hélène, coucou nos petits poissons préférés. Comment ça va aujourd'hui? Ça va toi? Ça va bien. Tu parles d'un poisson, mais c'est pas parce qu'on publie cet épisode au poisson d'avril, bien au contraire, c'est parce qu'on va parler de fonds marins. Oui, de mystère des fonds marins aujourd'hui. Exactement. Toi, c'est quoi ton mystère? Ben, moi, je vais parler entre autres du triangle des Bermudes, mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît là, sur le triangle des Bermudes, fait que je veux C'est en parler forme de aussi triangle. d'autres endroits où il y a des choses étranges qui se sont passées. Des un peu à la mystères. manière du triangle des Bermudes. Ok, intéressant. Puis moi, ben, je vais parler d'un mystère, mais moins mystérieux, à disparition, mais tout simplement de comment qu'on met ça, des fils d'Internet dans le fond de l'océan. C'est vrai? Parce que c'est ça, Faut le savoir. faut le savoir. Puis on va le savoir. Ouais. Mais avant tout, On va lancer le générique. yeah. Zelensky! Williamski! Le mystère que j'ai décidé d'élucider aujourd'hui concerne les internets, comme j'ai dit, cet endroit où on s'adonne à tous les plaisirs, comme par exemple écouter un balado. Un endroit bien mystérieux. Oui! La question en soi nous a été proposée par un fervent auditeur. Bonjour Louis. Hello! Et va comme suit. Comment est-ce qu'ils font pour poser des fils d'Internet dans le fond de l'océan? Cette question faisait partie des questions sans réponse dans le fond de ma tête pour laquelle j'étais trop paresseux pour aller chercher une réponse. Mais la recevoir de la part de Louis, par contre, ça l'a fait revenir en vie en dedans de moi tel un phénix et le feu sacré du questionnement brûlait vivement en moi. Ben voyons, Charles Beauchesne. Ouais, ça va. Fait que j'ai donc décidé de tasser littéralement un sujet de la saison puis bumper ça en haut de la liste parce que ça me fatiguait trop et je pouvais pas attendre. C'est bien À parfait, ce on aime moment-là. ça. Donc, le message du jour est le suivant. N'hésitez pas à nous écrire avec vos questions, car ça risque de nous tenir réveillés la nuit jusqu'à ce qu'on y réponde pour vous. Yeah! Yeah. Fait que... Merci de participer à notre insomnie. oui, c'est ça. Mais bon, les câbles Internet, si vous n'étiez pas encore au courant, l'Internet n'est pas simplement que Wi-Fi et sorcellerie. Hein. À la base, c'est des câbles. Hein. Rappelons aux Gen Z à l'écoute qu'il fut un temps où le Wi-Fi et le LTE n'existaient pas et on se connectait à Internet avec un bon vieux câble téléphonique et une incantation démoniaque sonore. Là, Crème, tu fais-tu les pubs de Bill, là? Parce qu'il Oui. il joue en ce moment sur le spooky d'avoir une relation toxique avec un câble plutôt que la fibre. pis Non, tout, moi, tout c'était ça. plus comme le bruit là, de... qui fait un... J'avoue que c'est un bruit qui vient des bas-fonds de Satan. Là. C'est ça. Mais si ces câbles-là et nos routeurs nous permettent d'accéder et de se connecter à l'Internet, c'est qu'ils se connectent à autre chose. T'sais. Parce que nos câbles Internet chez nous sont connectés à d'autres câbles sur des poteaux électriques qui, eux, sont aussi connectés à d'autres câbles pour une infinité de câbles. Et là, je suis pas encore en train de faire une publicité là, pour... Non, là, c'est Vidéotron. Moi, c'est ça, là, ça va pas bien. Cet épisode n'est pas commandité. Non, c'est ça. À notre grand malheur. Mais bon, tout ça pour dire que nos ordinateurs communiquent entre eux comme avec des boîtes de conserve avec une corde, version toile d'araignée géante. Hein? Fait que tous ces câbles-là sont reliés avec des serveurs à travers le monde. Mais pour que cette belle communication se fasse à l'international, il faut bien que des câbles traversent l'océan. Mais comment? Ils sont de quelle grosseur? Est-ce qu'ils touchent le fond? Comment est-ce qu'on fait la maintenance? Puis comment est-ce qu'on s'assure qu'un requin ne fasse pas une petite croquille sur le câble? On va répondre à tout ça. Commençons par le commencement. Combien de câbles sous-marins y a-t-il dans le monde selon toi, Hélène? Ah, combien de câbles sous-marins, mon Dieu? Je sais même pas si c'est en termes de... Mettons, on va y aller en centaines. Là, je vais te donner Ok, un... c'est en centaines, Ouais, parce c'est que pas en j'étais comme, millions. c'est en milliards. Non. En centaines, c'est-tu un piège, puis c'est genre des centaines de millions? Non, là, je suis pas terrible de même. En là. centaines, je sais pas, 648. Non, c'est le 495. Il n'y avait aucune chance que tu tombes dessus, mais je vais te Il poser y la avait question. des chances, Ouais, il y avait une chance sur 1000, dans le fond. quand même beaucoup. C'est ça. Puis il y en a des nouveaux qui sont installés à chaque année, fait que le chiffre va évoluer. Fait que là, peut-être qu'on est rendu à 648. Pense pas à ce point-là. Ça dépend, on est quand? Si quelqu'un l'écoute 10 ans dans le futur, bonjour avec vos 648 câbles. Mais ça, le monde d'aujourd'hui étant toujours de plus en plus dépendant de l'Internet et du cloud, qu'on doit toujours acheter de nouveaux câbles ainsi que remplacer des plus anciens déjà existants. Donc, des fois, c'est pas nécessairement qu'il y en a un qu'on va enlever et on va en remettre un. Fait que là, au final, ça augmente pas le chiffre total. OK, Mais c'est pour mettre des câbles plus performants. je vois. Ces câbles peuvent avoir différentes longueurs, parfois plus
court pour relier des îles, donc une centaine de kilomètres, C'est vrai que c'est court. ou encore un maigre 19 000 kilomètres de long, comme le câble de Southeast Asia Middle East Western Europe 6 ou le SEA-MEWE6 pour les intimes, connectant 12 localisations dans 11 pays différents. Dans le fond, lui, il a fait la route des épices, là. Ben, un peu, mais pas Parce que là, exactement. tu parles Southeast Mais je vais te dire les pays. European. Ouais. Fait que ce tout petit câble passe de Singapour jusqu'à la France, en passant par l'Inde, le Djibouti, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ah, OK, il passe par le nord de l'Afrique. Ouais. Fait que Parce là, que sinon, ça faisait vraiment, là, genre, ils ont pris la route de Magellan, là. presque. Attends une minute, on reviendra. Là, les petits génies en géo vont dire ben, c'est parce qu'il y a un bout qui passe à la terre en Égypte, là, mais ça fait quand même un sapristi de long fil, là, malgré tout, 19 000 km. Autre élément à savoir, ce câble a aussi des embranchements vers les différents pays. C'est pas juste comme il longe la côte tout le long pour y toucher. Ça va comme il va traverser l'océan, puis des fois, ça va faire une branche, comme un arbre, là, pour aller à ces différents pays-là. Donc, ça rentre dans le 19 000 km, mais ça reste quand même assez impressionnant, Singapour à Paris, là. Oui, là. C'est quand même pas de la merde. Puis c'est comme ça que fonctionne la majorité des câbles. C'est pas juste une très longue artère, il y a des veines aussi. Des belles images. Miam. En tout et partout, en date d'aujourd'hui, on retrouve un total d'environ 127 000 km de câbles actuellement dans l'océan. OK, Quand même pas pire. quand même. Si vous pensez, par contre, que c'était impressionnant ce que je viens de vous dire, sachez que Facebook est en train de construire un câble de 45 000 km de long, partant des UK et faisant littéralement le tour complet de l'Afrique et qui sera relié à 33 pays différents. Mais pourquoi? Mais pour avoir un câble qui touche à tous ces pays-là. Mais pourquoi Facebook veut avoir un câble? J'y arrive. Celui-ci devrait être complété incessamment sous peu, selon ce que j'ai vu. Puis si c'est pas déjà le cas au moment de cet épisode sort. C'est supposé sortir en 2024, ce câble. Mais ouais, Facebook n'est pas tout seul là-dedans. Puis je vais y arriver pourquoi il est là-dedans. Parce qu'un câble sous-marin, ça coûte cher. Hein? Ça coûte entre 300 et 400 millions de dollars à construire, généralement. Celui-là, probablement beaucoup plus. Oui, mais Facebook, c'est de la petite pinotte pour eux, là, ça. Mais ça touche pas juste à Facebook. Hein. Tout le monde en bénéficie, notamment les compagnies de télécommunications. Donc, c'est généralement construit par des consortiums de ces compagnies-là. Comme ça, pas besoin que chacun passe son câble. Hein. Ils ont juste à dire, ben, on se met à gang dessus, puis on le partage. Et tant qu'à partager, ben, les GAFAM se sont récemment joints à la partie, histoire d'alimenter leur centre de données. Hein. Facebook a des plus grands centres de données au monde, avec Google et tout. Donc, oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils construisent des fils, parce que comme ça, ils peuvent connecter leur centre de données à travers le monde et accéder encore plus vite et encore plus faire d'argent. Avoir plus de data sur vous. Exact. En moyenne, les câbles sous-marins sont capables de faire transiter 35 terabits de données par seconde. En comparaison, notre Internet à nous, là, va à nous ici, dans notre appart. Va à 120 mégabits par seconde. C'est rapide en sapristi. C'est 291 667 fois plus rapide que notre Internet. C'est parce qu'on est le fin fond de la plaie, Will. Oui, c'est ça. Mais en même temps, pour servir tout le monde, il faut que ça soit vite en anti-pépère. Sinon, outre le plus long, je t'ai aussi parlé du fait qu'on remplaçait les câbles plus désuets par de nouvelles technologies, histoire de suivre nos besoins incessants. La fibre optique! Belle, commanditez-nous, s'il vous plaît. on va y aller là, au maximum. Ça. Mais non, un de ces nouveaux miracles de la vitesse, c'est le Meria Cable, appartenant entre autres à Microsoft et Facebook. OK. Il part de Virginia Beach jusqu'à Bilbao, en Espagne, donc un 6600 km de long. Et plusieurs fuseaux horaires. Oui. Lui, il est 4,5 fois plus rapide que la moyenne, puis il roule à 160 terabits par seconde. OK. Avec ça, là, t'es download vite tes vidéos de chat, là. T'as même pas le temps d'appuyer sur download qui est déjà loadé la vidéo. Et downloadé avant d'exister. Mais sinon, de quoi sont faits ces fameux câbles-là? Ben, d'Internet. Oui. Pas besoin d'expliquer. Merci. Tout est l'Internet. Tout est l'Internet. Eh bien, à l'intérieur, l'élément permettant au transport de données, en soi, c'est tout simplement la fibre optique. Je le savais. Belle, c'ti. On fait de la pub, là. Pour un cours sur le fonctionnement de la fibre optique, par contre, on se retrouvera dans un prochain épisode, si Dieu le veut. Mais bon, sache que c'est fait avec de la fibre optique. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, par contre, c'est qu'un fil de fibre optique, c'est à peu près gros comme un cheveu. Du coup, on utilise de la gelée de pétrole et de la vaseline pour les maintenir ensemble et être sûr qu'ils soient bien lubrifiés. Ben, il faut les coller, les fils, pour pas qu'ils cassent, puis qu'ils traversent sur des milliers de kilomètres.
Mais c'est-tu des cheveux longs de 19 000 kilomètres? Ouais. Oh shit! Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Ben, en fait, là, je vais y aller avec les autres éléments parce qu'on Ouais. n'a pas juste passé un cheveu en dessous de l'eau. Là. Ça serait un petit C'est peu. pas ça l'Internet. Ça serait pas juste un Mais cheveu. j'ai beaucoup d'Internet, Oui, moi. c'est ça. Ces fils-là sont ensuite recouverts d'un tube de cuivre. Le tube sert à protéger, mais aussi à alimenter les câbles. Donc, Ouais. ça prend de l'électricité hein, pour les faire Ouais. fonctionner. Comme c'est des câbles longs en sapristoche, on ajoute à ça des transpondeurs à tous les 100 km pour booster le signal. OK. Donc, il y a le tube de cuivre, un transpondeur. En fait, le tube de cuivre est là tout le long, le transpondeur Ouais. aux 100 km. Puis là, ces transpondeurs-là permettent de booster le signal et éviter les pertes de données dans le fond de l'océan. Non, mais ils font pas juste Non, mais- tomber, là. Non, je sais, mais c'est juste, ça me fait rire d'imaginer. Tu sais, c'est tellement intangible, des données. Tellement énorme, ouais, c'est ça, mais c'est Que je suis comme. C'est juste genre des bulles dans c'est l'océan. l'électron qui se rend pas, C'est là. ça. Ici, après, on arrête le côté utilitaire de la chose et on retrouve ensuite 5 autres couches de protection, soit une couche de polycarbonate, une d'aluminium, de câbles de traction, Mhm. de polyester et d'une grosse couche de goudron. Ben oui. Ben, Il manquait de pétrole là-dedans. Ben, c'est pour éviter que les trucs, Ouais. l'eau passe à travers, Ouais, là, ça ouais. protège. Fait C'est que, leur dry suit. ouais, exactement. Tout ça pour protéger les câbles des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des requins et des bateaux qui passent ainsi que ces câbles-là, ben, ils se brisent pas lorsque manipulés. Une fois toutes ces couches appliquées, les câbles font environ 3-4 pouces de large. Fait que quand Ok, même quand petit, là. Ensuite, ces câbles-là sont mis sur la plus grosse bobine de fil que tu as jamais vue de ta vie et mis sur un bateau pour être déroulé dans les océans. Ceci n'est pas fait de façon aléatoire entre les deux territoires à couvrir. Hein. Des études de profondeur, pun intended, sont faites avant tout. On ne fait pas exprès de passer par la fosse des Mariannes. Hein, mettons, là, fait qu'on essaie d'aller dans les endroits que c'est pas trop creux. Puis aussi, on évite les plaques tectoniques. Hein, Oui. c'est pour pas que ton câble se ramasse entre deux puis que coince. Ainsi qu'on évite aussi les endroits volcaniques là, pour le moins de dégâts potentiels. Ouais. D'ailleurs, parlant de dégâts, avoir un gros câble qui traîne dans le fond de l'eau près des côtes, c'est une bonne recette pour une catastrophe navale quand même. Là. Du coup, dans les zones moins profondes, les bateaux déversant les câbles dans l'océan traînent aussi une sorte de charrue au fond de l'eau qui creuse entre 3 et 7 pieds de profond pour ensevelir le câble. Fait que si tu te baignes sur le bord là, de la plage, mais tu vas pas piler sur un câble, il est creusé là, plus profond que ça. Il n'y a pas de risque de l'électrocution, là. Ben, je pense pas qu'il y a un risque d'électrocution de façon générale, mais oui, effectivement. Hey, on sait jamais. On sait jamais. Moi, je me suis baignée dans la Méditerranée. Il y a des câbles dans la Méditerranée. Mais oui, il y a un risque. Il est pas élevé, mais il est là. Tu fais pas d'omelette sans casser des œufs. C'est ça. Tu t'électrocutes pas sans câble dans l'océan. Mais sinon, après ce bord de l'eau-là, Ouais. on laisse vraiment juste les câbles descendre au fond de l'eau. Fait que ça va vraiment juste dans le fond de l'eau. Il n'y a pas rien de magique par rapport à ces câbles-là pour la suite. Les bateaux posent des câbles environ à 10 km/h. Ben, 10 km de câble par heure. OK. Ça a du sens? Oui. Ben, Ça reste que c'est 10 km/h. oui. C'est pas vite. Ben, Mais en même temps, il faut tu veux pas le creuser. casser ton Non. truc. Mais ils creusent au début, mais après ça, ils veulent juste comme l'étendre puis être sûr que ça aille bien, là, puis que ça le temps de toucher dans le fond. Là. Oui. Pas de bulle. Puis si, mettons, ils sont en train de poser le câble, puis il y a une grosse tempête, Ben, il meurt. non, en fait, on coupe le câble, on met une petite bouée au bout, puis on s'en va. Puis on revient le lendemain. C'est comme un verre de terre, là, la tête, elle repousse? Ou... Non, ben après ça, le lendemain, quand tu reviens, tu ressoudes les deux bouts, Tu mets du duct tape. puis tu leur drops dans le fond de l'océan. Tu continues. Quand même ingénieux, pareil. Quand même ingénieux, mais ça sonne un peu broche à foin aussi. Non, mais ça a l'air broche à foin parce que je le simplifie, mais je veux dire, Ouais, ils le ouais, font, non, je puis s'ils comprends. font ça tête, là, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu as 19 000 km à faire sans tempête, c'est impossible, là, puis des fois, ta bobine est vide, puis il faut aller chercher un autre bout, fait que tu mets ta Ouais. bouée, puis tu t'en vas. Donc voilà, c'est ça le processus d'installation, mais ce serait trop beau s'il n'y avait pas de problème à partir de ce moment-là. Hein. Des fois, il faut aussi les réparer, ces maudits fils-là. Selon ce que j'ai vu, il y aurait environ 2 réparations de câbles à faire à quelque part dans le monde chaque semaine, pour un total d'environ une centaine de bris par année. Quand même. Quand même. Fait qu'il y a quelqu'un que c'est sa job à temps plein, là, d'aller réparer des câbles dans l'océan. Ah, il y a des jobs pour tout, hein? C'est ça. Ces bris-là seraient causés à 38% par des bateaux de pêche et 25% à cause des ancres de bateaux. OK. Parce qu'ils ont beau les avoir enterrés, des fois ça peut cogner ou se ressortir ou peu importe. Fait qu'il y a une chance qu'il y ait des précautions qui sont prises pour ça pareil, hein, parce que ça reste la majorité des cas. Après ça, 6% sont des failures directs du câble, donc il a juste décidé de briser pour une raison. Et 31% qui sont un mystère.
parce que c'est pas dit, ça doit être différents aléas de la vie. Mais quand il brise, concrètement, ça fait quoi, genre? Il n'y a plus d'Internet qui passe à travers. Là. Comme, où l'étanchéité n'est pas bonne, fait qu'on a un risque. On doit utiliser d'autres câbles à ce moment-là, tant qu'ils seront réparés. Je peux confirmer par contre qu'il y a une vidéo d'un requin qui mord un câble sous-marin. L'histoire dit pas si ça a vraiment été endommagé, s'il a fallu faire une réparation, mais c'est quand même funny à regarder. Fait que vous pouvez aller voir sur YouTube. Il a avalé tous vos mots de passe. Non, il y a de la misère à le mordre là, quand même. Ouais. Une façon incroyable de réparer ces câbles-là dans les endroits moyennement profonds, c'est d'envoyer un plongeur avec une sorte de boîte que le plongeur va refermer sur le câble. OK. Une fois fermée, celle-ci va se sceller puis ressortir l'eau à l'intérieur. Puis le plongeur va pouvoir ensuite prendre des gants de rubber, là, un peu comme les expériences au cégep. Là. Ouais. Tu sais, là, des trucs en vitre, là, puis tu mets tes gants puis tu peux aller faire des expériences. Là. Ben, c'est comme ça qu'il va réparer. Genre des gants de vaisselle, mais un peu plus épais. Là. Mais cette boîte-là, ça fait ça. Puis tous ces outils sont à l'intérieur. Fait qu'il peut réparer le câble à l'intérieur de sa machine de même. C'est cool. Je trouve ça vraiment hot. C'est vraiment cool. Sinon, si c'est vraiment sur le bord de l'eau, ben, on peut tirer le câble vers la terre puis le réparer. Hein? Mm-hmm. Puis en haute mer, après, c'est un peu plus flou. J'ai cherché puis j'ai pas trouvé parce qu'on peut pas plonger nécessairement aux profondeurs des câbles. On va exploser comme les gens là, dans le sous-marin, là, les milliardaires. Là. De ce que je comprends, les bateaux de réparation vont descendre souvent des grosses pinces au bout d'un winch qui va couper le câble puis remonter les deux bouts sur le bateau pour ensuite les rabouter adéquatement. Fait qu'en gros, ils vont reprendre les bouées que je t'avais parlé tantôt. Mm-hmm. Fait qu'ils vont couper le câble, remonter. Mais ça, on peut faire ça jusqu'à 6500 pieds. Après, mystère marin, mais mon guess serait qu'on remonte le câble plus tôt. T'sais, genre, dans le fond, on va le chercher en haut, on le traîne jusqu'à temps qu'on revient au bout. Là, comme... Puis on le roule sur la bobine jusqu'à temps qu'on arrive à la faille. Donc voilà. Hein, c'est quand même beaucoup moins de mystère par rapport à ces câbles marins-là. Vraiment intéressant, genre 90% de ce que tu as dit, je m'en doutais pas, je pense. Puis j'aimerais finir avec un autre fun fact par rapport au câble, moins sur le fonctionnement moderne, mais sur l'histoire. On pourrait croire que ce type de câble ont seulement été installés dans les dernières années, mais le premier câble sous-marin était installé en 1842. Par Napoléon? Non, pas par Napoléon, mais quand même par quelqu'un de connu, parce que c'était pas un câble Internet, mais un câble pour le télégraphe électrique. Donc l'inventeur du télégraphe électrique? Oui. La première personne à faire un câble sous-marin était Samuel Morse, l'inventeur du code Morse. Ben voyons donc, toi. Son câble était recouvert de rubber, de chanvre et de goudron et il fut installé à New York. Ben bravo, Sammy Boy. Ouais, bravo. Puis ça a ensuite été utilisé à différents endroits dans le monde et le premier câble transatlantique a finalement été installé en 1858, passant de Terre-Neuve jusqu'à l'Irlande, puis servait aux communications pour les shipping companies. Fait qu'au lieu d'envoyer un bateau pour dire « Hey, j'ai besoin de telle affaire », il pouvait envoyer un message. Ça prend genre 3 semaines pour que le bateau c'est ça. arrive. Fait que c'est un peu plus logique d'y aller comme ça. Mais sinon, voilà, les câbles sous-marins n'ont plus de secret pour nous. Bravo. J'aime ça. Merci beaucoup, Will, pour tous ces apprentissages-là. Ça fait plaisir, je suis là pour toi et le peuple. Le peuple. Will, comme tu l'as dit, ton sujet de cet épisode nous a été demandé par un auditeur et ami, en tout cas on l'espère, Louis. S'il te plaît, sois notre ami, Louis. Si c'est votre premier épisode, ça se peut que vous ne connaissiez pas encore le concept, puis c'est bien correct. Approchez-vous, les enfants. Ma tante Hélène, elle va vous expliquer ça en 2-3 mots. C'est parce que ça fait 25 minutes, l'épisode est commencé. On explique le concept tout de suite. Au début! En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une thématique puis on la couvre sous 2 angles connexes de près ou de loin. Mm-hmm. Fait que comme tu parlais d'eau et de fond marin dans cet épisode, mais je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien dire au micro aujourd'hui. Tu sais, j'ai déjà fait un TikTok pour expliquer pourquoi l'eau de mer est salée. Je vous invite à aller le voir. Mais là, je me suis dit, bon, de quoi je peux parler aujourd'hui? Puis je me suis souvenu de quelque chose dont j'entendais tellement parler quand j'étais jeune. Puis aujourd'hui, on dirait putain, c'est le triangle des Bermudes. C'est comme les sables mouvants. C'est comme une crainte que t'as quand t'as 8 ans, puis après ça disparaît. Mais, tu sais, qu'est-ce qui te vient d'après toi, le triangle des Bermudes, là? On n'en parle plus, là. Est-ce qu'il s'est auto-aspiré? Est-ce qu'il a méta-disparu? Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu été cancel? Je sais pas. Aujourd'hui, ben, c'est ma mission creuser dans les bas-fonds du triangle des Bermudes et de ces endroits un petit peu mythiques, là, où des événements étranges se seraient produits. Fait que commençons avec le triangle des Bermudes, cette zone géographique de l'océan Atlantique délimitée par la Floride, Porto Rico et au sommet les Bermudes, ce qui forme un triangle de 500 000 km² quand même. Hey, c'est plus que mes câbles, ça. C'est pas mal plus, oui. Cet endroit, qu'on appelle aussi le triangle du diable, aurait été le théâtre de plusieurs phénomènes étranges, notamment des disparitions de bateaux et d'avions. Mm-hmm.
On commence à parler du triangle des Bermudes pour la première fois en 1950, mais même avant, il y a des histoires qui ont été rapportées dans ce recoin de la Terre. Paraîtrait-il que Christophe Colomb lui-même avait remarqué un dérèglement de son compas dans cette même région. Il est partout, Christophe. Il a tout conquis. Bref, revenons en 1950. Edward Van Winkle en a fait mention dans un article du Miami Herald. 2 ans plus tard, le magazine Fate a rapporté la disparition de 5 avions de chasse qui seraient survenus dans la zone en décembre 1945. OK. Et Détail Dark, je fais une charbouchaine de moi. Chacun notre tour. Oui, c'est ça. Les équipes de secours qui avaient été envoyées pour retrouver cet avion disparu en 1945, ben, ils n'ont jamais été retrouvés non plus. Oh shit, c'est un Inception d'avion qui disparaît. Ouais. Cette histoire sera donc à l'origine du mythe du triangle des Bermudes que l'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est qu'en 1964 que le journaliste Vincent Gaddis va le baptiser Triangle des Bermudes. En 1974, le journaliste du Los Angeles Times, Howard Rosenberg, sort un article sur les statistiques du triangle des Bermudes. OK. Donc, entre 1974 et les 100 années précédentes, si tu veux, il y a près de 200 bateaux et 80 aéronefs qui auraient disparu dans ce secteur. C'est quand même pas rien. Et les gardes-côtes auraient reçu plus de 8000 appels de détresse liés à cette zone, évidemment. Fait que eux sont allés chercher les autres, là, théoriquement. Ben, pas tout le temps, mais en tout cas, ils ont reçu des appels SOS. Tu sais, des fois, c'était peut-être non, des canulars débrouillez-vous ou des trucs comme ça, là, mais tout ça pour dire que c'est ça. Ils ont quand même reçu presque 10 000 appels. Shit. Selon un article du National Geographic, en moyenne, on dénombre 4 avions et 20 bateaux qui disparaissent mystérieusement chaque année. Encore aujourd'hui? Ouais. Damn. Je te cache pas qu'à partir de là, les théories vont un peu dans tous les sens. Des enlèvements extraterrestres, la mythique Atlantide, une fissure spatio-temporelle, un monstre marin, un vortex menant vers une autre dimension, des champs magnétiques, des flatulences océaniques, ou des hypothèses plus plausibles comme des perturbations environnementales, voire des erreurs humaines. Mais là, t'es en train de me dire que c'est pas les aliens qui font ça, mais la nature de façon très normale. Ouais. Et les humains qui sont cons comme toujours. On va y revenir. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des histoires étranges, là, comme celle du Rosalie, un bateau français qui aurait été retrouvé au large de Cuba en 1840. Les voiles étaient déployées, tout l'équipement était en place et intact, mais aucune trace humaine à bord. Il y avait 0 humain. Puis il y était comme une quarantaine de passagers, là. Moi, je dis qu'ils sont arrivés à 2 bateaux, ils ont embarqué sur l'autre bateau, mais en fait, on va faire une joke. Peut-être. Ou encore l'anglo-australien qui n'a jamais été retrouvé et dont le dernier message reçu en 1938 était « Temps idéal, tout va bien ». Pourquoi on le retrouve pas si, supposément, tout va bien? Tout va bien pour se jeter à l'eau. Ouais. Fait qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce triangle des Bermudes. La réponse, c'est rien. Ce n'est pas un endroit plus dangereux qu'un autre. Ça a même été confirmé par un rapport de la WWF en 2013 qui considère d'autres zones navigables comme étant assurément plus dangereuses. Carl Kruszelnicki, un vulgarisateur scientifique australien souvent appelé Dr. Carl, va même jusqu'à dire qu'il n'existe pas de triangle des Bermudes. Laisse-moi t'expliquer. Je te parlais de flatulence océanique tantôt. T'as un peu ri. Oui. Mais c'est quand même vrai que c'est une raison plausible au naufrage. Puis je t'explique, dans le fond, les océans, ça renferme parfois du méthane, un gaz qui est hautement inflammable et qui peut diminuer la densité de l'eau, former des bulles explosives et donc trouer la coque des bateaux et engendrer une perte de flottabilité. C'est quand même malade, là. C'est quand même malade. Ça, c'est sans compter que le méthane produit aussi une sorte de brume qui diminue la visibilité et donc complique la navigation. Les Bermudes se trouveraient aussi au sommet d'une montagne sous-marine de 4000 mètres de haut qui serait à l'origine de formations de récifs et sur lesquelles les bateaux se percutent avant de couler. On peut pas non plus omettre que c'est une zone propice aux ouragans et tempêtes. Hein? Ben oui, proche de la Floride, les Bermudes, tout on est est tout pas le mal temps, dans là. cette période-là, à l'automne habituellement. Puis des vents de 270 km/h, des vagues de 30 mètres, ça s'est déjà vu dans le coin, là, c'est pas nouveau. Encore une fois, c'est sans parler justement aussi des défaillances techniques et autres erreurs potentielles. Ouais, tu peux avoir un vieux bateau puis tu te ramasses là, c'est des grosses vagues, t'es faite, là. C'est ça. Fait que pour Dr. Carl, la proportion de navires et avions qui disparaissent est pas mal la même partout sur la planète. C'est juste qu'on a parlé de ce coin-là, fait que là, on les connaît un peu plus. La là. seule différence, c'est que dans la zone du triangle des Bermudes, il y a souvent la présence justement de conditions météorologiques difficiles, justement avec les ouragans, les tempêtes et tout.
Puis surtout, il y a un très grand volume en termes de trafic. Tu sais, c'est sûr que tu as plus de chances d'avoir un accident de voiture sur la 40 que tu prends tous les jours que sur une route en Gaspésie où tu vas peut-être aller 2 fois dans ta vie. Mais la 40 n'est pas forcément plus dangereuse que la route en Gaspésie. C'est juste une question de probabilité statistique. C'est ce qu'on appelle l'hyperfocalisation, un peu comme tu l'expliquais dans l'épisode sur les hystéries collectives, là, notre premier épisode de cette saison. Puis justement, notre fameuse disparition de 1945, il semblerait que le lieutenant Charles Taylor, qui était chef de l'escadron, il a pris 1 ou 2 verres de trop la veille du départ et il aurait oublié de vérifier le niveau de carburant. Fait que là, ça, ce serait une erreur, une défaillance technique liée à une erreur humaine. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Personne ne peut vraiment le confirmer aujourd'hui, mais il reste que Taylor, il est très mauvais en orientation et il aurait déjà abandonné des avions à 2 reprises parce qu'il s'était perdu. C'est un chef d'escadron. Il est mauvais en orientation. C'est comme la seule compétence qu'il doit avoir. Oui, mais combien de fois dans ta vie t'as pu voir un directeur d'un département être complètement incompétent dans son travail? Ben, clairement, t'en as vu plus que moi, là, vu que tu travailles en ressources humaines, mais... Il y en a beaucoup! Mais tout ça pour dire que c'est pas nécessairement un vortex spatio-temporel ou un monstre marin ou quoi. C'est bien beau tout ça, Will. Je crois que tu commences à me connaître. J'ai envie de te faire découvrir des endroits aussi, sinon plus mystérieux que le triangle des Bermudes. Ce qui est le plus fascinant, c'est que la plupart de ces endroits que le biologiste américain Evan T. Sanderson a baptisé des vortex viliens, ils sont disposés également de chaque côté de l'équateur, c'est-à-dire qu'il y en a autant au nord qu'au sud. Je vais pas toutes les présenter, là, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Des millions! Mais non, pas des millions, là, mais plusieurs dizaines. Mais tout ça pour dire que, comme je disais, il n'y a pas d'endroit nécessairement plus dangereux sur Terre, tout ça. C'est juste que c'est des endroits où il y a des phénomènes étranges qui se sont passés. La première place dont je veux te parler, c'est Mohenjo-Daro, une ancienne ville de la vallée de l'Indus qui date de 2500 avant notre ère et est aujourd'hui un site archéologique au Pakistan. Un peu comme Pompéi, il y a un événement qui a rasé la civilisation qui s'y trouvait. L'affaire, c'est que personne ne sait ce qui s'est passé pour que la population disparaisse du jour au lendemain. OK. Parce que oui, il semblerait que tous les habitants de la ville soient morts en même temps. Là, c'est des aliens, c'est sûr. Ben, est-ce que c'était le fruit d'une catastrophe naturelle, d'une attaque d'un empire voisin ou encore la colère des divinités? Les archéologues et historiens cherchent encore. On va demander à nos ancêtres les extraterrestres, c'est sûr qu'ils ont la réponse. C'est ça. Parlons maintenant du jumeau oriental du triangle des Bermudes. J'ai nommé le triangle du dragon, dans ce que les communautés du Pacifique appellent la mer du diable. Pour te situer, là, on se trouve au sud du Japon, à l'est de Taïwan. La légende veut que le secteur abrite une ville sous-marine un peu à la manière d'Atlantide. On a d'ailleurs retrouvé des tonnes de monolithes. C'est-tu Atlanchine? Sacrément. On a d'ailleurs retrouvé des tonnes de monolithes sous l'eau. Est-ce qu'il est fier? J'en peux plus. Bon, on a d'ailleurs retrouvé des tonnes de monolithes sous l'eau taillés avec des angles parfaits de 90 degrés, ce qui est à la fois impressionnant et flippant, étant donné les moyens de l'époque à laquelle on pense qu'ils ont été créés pour faire des angles parfaitement droits. Il n'y a pas des rapporteurs d'angles ou des équerres. Les extraterrestres? Ouais. Mais tu t'en doutes, il n'y a pas que les pierres là, qui sont mystérieuses. Plusieurs avions et navires y auraient disparu, comme pour le triangle des Bermudes. Sauf que tu comprends qu'avec le nom triangle du dragon, les légendes ancestrales veulent que les disparitions de navires soient le résultat de dragons vivant au fond de l'eau et remontant à la surface pour agiter la mer et justement rapatrier les bateaux vers les bas-fonds. D'autres pensent plutôt que ce sont des démons qui créeraient des tourbillons. Mais la théorie la plus répandue en ce moment dans les îles japonaises, c'est qu'une crevette géante provoquerait des raz de marée en bougeant. Pas qu'il y a beaucoup de crevettes qui bougent puis que ça fait une crevette géante. Style un monde du Loch Ness. Clairement plus réaliste. Là. Moi, je crois à la crevette. Là. Quoi qu'il en soit, les autorités locales recommandent fortement d'éviter le secteur, le jugeant trop dangereux. As-tu déjà entendu parler de l'anomalie de l'Atlantique Sud? No. On parle d'un endroit situé à 300 km au large des côtes du Brésil dans l'océan Atlantique, tu l'auras compris. Ah oui, ça c'est la seule partie que je savais, là. C'est dans cette zone que le champ magnétique de la Terre serait le plus faible et les radiations les plus dangereuses, comme c'est là que la ceinture de Van Allen est la plus proche de la surface de la Terre. Les satellites arrivent à peine à prendre des photos, voire ils arrêtent de fonctionner. Même que des astronautes auraient eu des hallucinations. On sait pas pourquoi, mais pour ces raisons, on l'appelle le triangle des Bermudes de l'espace. OK. C'est toujours au triangle. Là. Oui.
De l'autre côté du globe, à l'ouest de l'Australie, on retrouve le bassin de Wharton, qui est le théâtre d'événements géologiques assez impressionnants, notamment de séismes. On est revenu sur Terre. Il n'y a pas des séismes Oui. dans l'espace. Non. Tu le sais, la plupart des séismes ont lieu à cause du mouvement des plaques tectoniques. On en a parlé tout à l'heure. Fait qu'on se dit que le bassin de Wharton, il est peut-être à cheval sur 2 plaques, mais non, pas en tout. Il est bien enclavé là, dans les limites de la plaque australienne. Il y a peut-être un démon d'enfermement en dessous qui frappe pour s'en sortir. Ben, il y a plein de théories. La plus plausible, c'est qu'une nouvelle faille est en train de se créer dans ce secteur-là. C'est vrai que ça peut se créer, ben oui. À l'est de l'Australie et pas loin de la Nouvelle-Calédonie, fait que juste de l'autre côté du pays, là, l'Australie est gagnante, là, est entourée de petits vortex. Oh yeah! Il y a également une zone où on aurait vu plusieurs tourbillons et activités géologiques assez intenses. Dans cette zone, on retrouve l'île Sandy. Ou plutôt, on retrouvait parce qu'elle aurait disparu en 2012. Sauf que l'île Sandy, c'est une île fantôme. Pendant 140 ans, on a cartographié une île dans le sud du Pacifique qui n'existe tout simplement pas. Tout ça à cause d'une erreur topographique. Comme on crée les cartes en se basant sur les précédentes, ben l'erreur s'est perpétuée. Puis même l'imagerie satellite, avec ça n'a rien changé. Ouais, Ils ne sont pas fiés à ça. Il y a une île, je pense, proche du Mexique qui est comme ça aussi, qu'on cartographie encore toujours aujourd'hui, mais qui n'a jamais existé juste par tradition. Là. C'est en 2000 qu'il y a une personne qui a contacté le National Geographic en suggérant que l'île Sandy n'existait peut-être pas, mais il y avait comme aucune preuve qui était jointe à sa lettre. C'est juste en 2012 que des chercheurs qui sont passés dans le secteur ont réalisé qu'il n'y avait aucun lopin de terre à proximité des coordonnées où l'île aurait dû se trouver, qu'on a fait, ben peut-être qu'elle n'existe pas. Fait qu'elle a peut-être pas nécessairement disparu, elle a juste jamais existé. Exactement. Ou c'est un koala géant qui l'a mangé. Ok, reviens-en là, tes koalas. Pourquoi ça a pris autant de temps? Ben tout simplement parce que c'est le fin fond du bout du monde, puis on s'en préoccupe plus ou moins. Là. C'est plate, mais c'est vrai pareil. On va pas tant explorer ce secteur-là. Ben, s'il y a personne qui habite là puis que c'est loin de tout, tu y vas pas. Revenons chez nous. On est au Nunavut dans les années 30. Joe Labelle, un trappeur, arrive dans un village aux C'est un nom de trappeur quand même, Joe Labelle. C'est un nom de trappeur, hein? Je me suis fait la même réflexion. Il arrive dans un village aux abords du lac Anjikuni, sauf qu'il y a personne, pas même une trace animale dans le village. Jusqu'ici, tu te dis, c'est peut-être pas si étrange, des villages fantômes, ça existe pour plusieurs raisons. J'en parlais dans l'épisode 19, que je vous invite à aller voir, évidemment. Joe Labelle, il a tout tué dans la région. Tout. Non. Lui-même. Mais Joe, il s'est permis de rentrer dans les huttes à la recherche d'une présence humaine, justement. Puis il est tombé sur des habitations vides, mais des tablées pleines de nourriture, des vêtements avec des aiguilles à coudre encore dans le tissu. Puis à une centaine de mètres du village, il aurait également retrouvé le cadavre de 7 chiens attachés à des arbres, probablement morts de faim. Pour ajouter à ça, il y a une tombe sous un Inukshuk qui aurait été ouverte, puis le corps manquait à l'appel. Ça, c'est fucking weird. C'est fucking weird. Puis vraiment, là, disparu du jour au lendemain, la nourriture était encore sur la table, pis tout, comme si... Mais il y a peut-être faim. Oui, mais là, un village entier. Il y a des chercheurs qui ont déterminé que le village avait probablement été abandonné 2 mois plus tôt, mais personne ne sait pourquoi ni où sont passés les habitants. Aucune hypothèse. C'est à cause d'un... c'est à cause d'un Wendigo. Peut-être. Aux États-Unis maintenant, plus précisément en Virginie-Occidentale, entre 1966 et 1967, plusieurs habitants de la ville de Point-Pleasant ont vécu une expérience surnaturelle. Ils auraient vu un homme papillon aux yeux rouges écarlates. La ville a organisé des battues pour retrouver le spécimen, mais sans succès. On est loin du triangle des Bermudes, là. On est dans des créatures, là. Ouais, mais je te parle d'endroits où ils sont passés des phénomènes étranges. Ouais, mais le papillon, il y a eu un film là-dessus. Ça se peut. Le 15 décembre 1967, par contre, le pont de la ville s'est effondré, tuant pas moins de 46 personnes. À partir de ce moment-là, il n'y a eu plus aucune trace de l'homme papillon dans la ville. Puis la légende veut qu'il se soit manifesté pour alerter les habitants de l'éventuelle catastrophe. Ou c'est une hystérie collective et après, on a fait le lien avec le pont. Potentiellement. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Petit trigger warning ici pour nos auditeurs. La portion qui suit va traiter du suicide. Si c'est un sujet qui vous touche, on vous invite à avancer l'épisode de 2-3 minutes. Également, des ressources sont disponibles pour vous aider, notamment la ligne téléphonique 1-866-APPEL. Est-ce que tu connais Aokigahara? Non. C'est le nom donné à une forêt du Japon et apparemment oui. que cette zone de 35 km² située au pied du mont Fuji est maudite. On l'appelle aussi la forêt des suicides. Oui. En fait, la forêt serait hantée, mais surtout, elle attire justement un grand nombre de personnes suicidaires pour y mettre fin à leur jour.
Rien qu'en 2010, l'endroit a connu le triste record de 200 suicides en 1 an. Les gens qui vont aux abords de la forêt disent ressentir une pesanteur, voire un sentiment d'oppression. Certains ont même rapporté avoir entendu les cris et lamentations des fantômes restés sur terre, prisonniers de la forêt. Rémi Scotchimaro, un expert en géographie, urbanisme et civilisation japonaise, explique, et je cite, « Kaokigahara a longtemps été un lieu privilégié pour déposer les personnes âgées en fin de vie, mais aussi des nouveau-nés dans le cadre d'infanticides pratiqués à la fin du 19e siècle dans les campagnes comme moyen de régulation de la population en vue de la modernisation du pays. » Ça a comme évolué tranquillement vers des gens qui ont fait le suicide, fait comme un Exactement. endroit associé à la mort. Là. Il y a plusieurs panneaux adressés aux personnes dépressives qui sont d'ailleurs disposés là, à travers la forêt, du genre la vie est un cadeau précieux offert par vos parents, s'il vous plaît, pensez à eux, pensez à votre entourage, à vos amis, ne gardez pas les choses en vous, parlez-en, etc. Mais il faut savoir que les signaux GPS ne fonctionnent pas dans la forêt. C'est un des rares endroits au Japon où ça ne fonctionne pas. On sait pas pourquoi. Puis, il est arrivé que les corps retrouvés soient ceux de randonneurs égarés et non pas d'un geste volontaire. Donc, attention à vous. Puis, c'est ça. On dit que la forêt est maudite à cause de ça. Puis que c'est difficile d'en ressortir vivant. Et pour terminer, as-tu déjà entendu parler de la zone du silence? Ça, c'est-tu la bibliothèque? Non, mais tu sais, j'ai dit parler, silence. Ah, wow. Okay. Tu jugeais mon jeu de mots tantôt. Oui. J'ai le droit. T'as le droit de juger le mien aussi. L'endroit est situé dans le nord du Mexique, plus précisément à la jonction entre les États du Chihuahua et du Durango. Et il s'y passe quand même beaucoup de choses étranges. D'abord, au niveau biologique, toute forme de vie, plantes, animaux, humains, serait vraiment plus gros et grand qu'ailleurs. Okay. Surtout au Mexique, les gens sont plus petits habituellement. Puis même, il y a des gens qui disent avoir vu des animaux, des plantes mutantes, là. Au niveau géologique, cette zone aurait connu un nombre anormalement élevé d'écrasements de météorites. OK. Comparé à d'autres les trucs sont gros, puis les trucs tombent là-dessus. Ouais. Puis évidemment, comme toute bonne place mystérieuse, les champs électromagnétiques sont impliqués, faisant en sorte que toute communication radio est impossible pour les touristes, ou les zonerons, comme ils sont appelés dans la région. Raison pour laquelle on l'appelle la zone du silence. Ce qui est bizarre, c'est que les habitants au pourtour de la zone, là, les Mexicains, eux, ils disent avoir aucun problème de télécommunication. C'est juste les touristes qui ont de la misère là-bas? Ouais, apparemment. Ou les gens qui survolent la zone, mettons, les signaux GPS, tout ça, ça a été rapporté aussi. Ils ont-ils oublié de changer leur carte SIM? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. De même, le 11 juillet 1970, les forces aériennes des États-Unis ont lancé un missile destiné à atterrir au Nouveau-Mexique. OK. Ça fait un peu plus au nord. Sauf qu'en plein vol, le missile a changé de trajectoire et s'est écrasé dans la zone du silence à plus de 1000 km de sa destination initiale, comme s'il avait été attiré par celle-ci, comme si c'était un aimant. Pour ajouter à l'étrangeté, ça a pris 3 semaines pour retrouver le missile, mais tout ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que la zone du silence et le triangle des Bermudes se trouvent à la même latitude. Tan, tan, tan. Et voilà ce qui met fin à ma partie. Ah, j'aime ça, la belle boucle à la fin pis tout, là, ben intéressant. Fait que plein d'affaires pour faire des cauchemars ce soir, c'est parfait. Y a-t-il des zones ou des endroits qui t'ont plus intrigué que d'autres? Là, il y en a trop, mon cerveau est un peu overwhelmed. Ouais, là. je comprends. Mais vous nous direz ça, nous, en commentaire, s'il y a des zones que vous aimeriez visiter, même. Ouais, il y en a non, mais il y en a que oui. Il y en a que c'est pas mal à vos risques et périls, là, je vous dirais. Là. Ouais. Pas juste à cause de phénomènes surnaturels, là, c'est juste accessiblement parlant. Pas facile. C'est un peu plus compliqué. Mais tout ça pour dire que si vous avez aimé cet épisode-là, on vous invite à nous laisser une bonne note, à en parler aussi à votre entourage. Plus. Oui, à plus. À en parler à votre entourage, à vous abonner sur nos différentes plateformes d'écoute. Là, toutes. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. Écoutez-nous sur Spotify et Apple Podcasts en même temps. Ouais, mon Dieu, Inception. C'est ça. Puis sinon, ben, on est présent aussi sur Facebook, Instagram et très présent sur TikTok 2 fois par semaine, les mardis et jeudis. On est tellement hot. Donc, suivez-nous aussi là-dessus pour découvrir d'autres informations qui joignent le futile à l'agréable. Ça faisait longtemps qu'on avait sorti notre petit tagline. Yeah. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye.